Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, le retrait d'Afghanistan passé à la loupe. Au Congrès, les auditions des principaux commandants militaires américains ont débuté devant la Chambre. Des premières erreurs, vous le verrez, ont été admises. On vous parlera également dans ce numéro de la campagne présidentielle au Nicaragua. Le coup d'envoi a été donné ce week-end, sans réel opposant. L'essentiel se trouve en prison ou a fui au Costa Rica. C'est là-bas que se sont rendus pour nous Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Et puis les Péruviens accrochés à l'espoir du retour massif des touristes après 1 an et demi de pandémie de Covid. Les premiers voyageurs sont là, pas encore très nombreux certes, mais c'est déjà un début. C'est ce qu'a pu constater pour nous Thomas Nicolon. Comment expliquer la prise de pouvoir aussi rapide des talibans en Afghanistan? Une autre fin était-elle possible après 20 ans de guerre? C'est ce que tente de comprendre le Congrès américain. Mardi, les 2 principaux commandants militaires américains étaient interrogés, un témoignage public, le premier depuis le retrait des troupes, et il a déjà donné lieu à des premiers aveux. Théa Bazdarevich. Le chaos était-il évitable en Afghanistan? Oui, selon plusieurs dirigeants du Pentagone. Ce mardi, face aux questions du Congrès à Washington, ils ont admis des erreurs, notamment celle d'avoir surestimé l'armée afghane et sa capacité à tenir tête aux talibans. Nous avons bâti un État, mais nous n'avons pas pu créer une nation. Le fait que l'armée afghane, que nous avons formée avec nos partenaires, se soit effondrée, souvent sans tirer une balle, nous a tous pris par surprise. Nous n'avons pas réalisé le niveau de corruption et l'incompétence de leurs officiers de haut rang. Le départ des troupes américaines d'Afghanistan a été décidé en février 2020 à Doha, au Qatar. Donald Trump était alors en poste et son administration venait de signer un accord de paix historique avec les talibans. Le texte prévoyait le retrait de tous les soldats étrangers avant le 1er mai 2021, en échange de garanties sécuritaires et de l'ouverture de négociations directes entre les insurgés et les autorités de Kaboul. Après plusieurs mois de réflexion, le successeur de Donald Trump, Joe Biden, avait décidé de respecter cet accord tout en repoussant la date limite du retrait au 31 août. Insuffisant, selon certains chefs du Pentagone. Mon analyse était la suivante. Un retrait anticipé qui ne remplirait pas les conditions risquait d'endommager la crédibilité des États-Unis, de précipiter l'effondrement du gouvernement afghan et d'entraîner une prise de contrôle totale des talibans. C'était il y a 1 an. Mon évaluation n'a jamais changé depuis. Pour les Républicains, ce retrait anticipé rend le pays plus vulnérable au terrorisme. Durant l'audience, ils ont demandé des précisions sur l'attentat suicide du 26 août à l'aéroport de Kaboul, qui a tué plus de 180 personnes, dont 13 militaires américains. Il a échappé à la justice pendant 25 ans. Pourtant, les crimes qui lui sont reprochés sont sans fin. L'icône du R&B, R. Kelly, a été déclaré coupable cette semaine d'une série de crimes sexuels, extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 à 2018. Après un quart de siècle donc d'impunité, un jury a amorcé un tournant. Le chanteur américain sera fixé sur sa peine le 4 mai prochain. Il encourt la prison à vie. Eux ont fui leur pays car ils craignaient d'être emprisonnés pour leurs idées politiques. Les opposants au Nicaragua n'avaient guère d'autre option que l'exil. Ceux qui sont restés croupissent actuellement derrière les barreaux. En vue de la présidentielle du 7 novembre, le président Daniel Ortega a fait le vide autour de lui. La campagne est désormais d'ailleurs lancée. 5 candidats ont été autorisés à se présenter à ce scrutin. Beaucoup de ceux qui nourrissaient l'espoir de le faire tomber ont rejoint le Costa Rica voisin. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Une rivière qui serpente dans la jungle, le Rio San Juan. Il marque la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Les bateaux présentent une simple autorisation de circulation au poste de contrôle nicaraguayen, puis débarquent discrètement leurs passagers au compte-gouttes le long de la rive costaricaine. C'est dur. La situation politique est très difficile. C'est pour ça qu'on émigre. Une chape de plomb est tombée sur le Nicaragua depuis 2018. Daniel Ortega avait pourtant su rester populaire, mais tout bascule quand des manifestations étudiantes pacifiques se heurtent aux balles de la police. Des mois de répression feront plus de 300 morts, des centaines de prisonniers politiques. Le divorce entre Ortega et son peuple est consommé. Le fossé se creuse encore cet été.
Le 2 juin, Ortega fait arrêter Cristiana Chamorro, en tête dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle de novembre prochain. La première d'une longue série. Les autres pré-candidats de l'opposition sont jetés en prison. Suivront des dizaines de leaders de mouvements citoyens, étudiants, journalistes. Ceux qui échappent à la rafle sont cachés ou en exil. C'est à San José, la capitale du Costa Rica, que nous les retrouvons. Kitty Monterrey était la dernière candidate d'opposition encore en lice pour l'élection présidentielle, quand début août, elle apprend que le gouvernement lui retire sa citoyenneté. J'ai dû quitter le pays clandestinement. J'ai appris la nouvelle à la télé, alors je me suis immédiatement cachée parce que je savais qu'ils allaient probablement m'arrêter. Elle craint pour les membres de son parti restés derrière elle et pour les 140 prisonniers politiques. Nous demandons leur libération, mais aussi tout simplement à savoir comment ils vont. Certains sont en prison depuis 90 jours et personne ne les a vus. La Croix-Rouge internationale n'a pas pu rentrer, leurs familles n'ont aucune nouvelle. Kitty est encore sonnée par son départ précipité. D'autres en sont à leur deuxième exil. Carlos Fernando Chamorro est un célèbre journaliste, le frère de Cristiana, la première candidate arrêtée par le régime. Fin 2018, les locaux de son journal El Confidencial sont saccagés, puis occupés par la police. Carlos s'exile, puis revient, mais il sent l'étau se resserrer. Quand les manifestations massives ont commencé en 2018, j'ai senti alors que le gouvernement perdait le contrôle de la rue. La presse est devenue l'ennemi numéro 1. Depuis son exil, grâce au prêt d'un studio, Carlos Fernando continue de diffuser ses programmes. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial. Il informe au mieux sur la situation du Nicaragua, mais ses sources restées sur place n'osent plus s'exprimer. Une autre femme a payé très cher sa liberté d'expression. Elle s'appelle Zoila America, la fille adoptive de Daniel Ortega, fille de sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo. En 1998, elle accuse son beau-père, alors chef de l'opposition, d'abus sexuels pendant toute son enfance. Estoy procediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación con agravante y acoso sexual. Creo que este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. Et quel risque! Les années qui ont suivi ont été un cauchemar. Daniel Ortega ne sera jamais inquiété par la justice. Suite à cette plainte, j'ai passé 15 ans de plus au Nicaragua, en supportant d'autres formes de violence, le harcèlement moral, les intimidations. Cela a aussi signifié la rupture avec sa propre mère. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mais c'est en 2013 que l'exil s'impose, quand son petit ami est brutalement arrêté sous ses yeux. Zoila America a reconstruit sa vie au Costa Rica, mais elle a dû changer 5 fois de logement à cause d'intimidations. La frontière entre les deux pays est poreuse. Les partisans d'Ortega peuvent la traverser tout aussi facilement que ceux qui le fuient. Le Costa Rica a beau avoir ouvert ses portes aux exilés, cela ne signifie pas la fin de leur calvaire. Après un an et demi de pandémie de Covid, les voyageurs commencent à revenir au Pérou. On est encore loin des 4 400 000 touristes recensés en 2018, mais le retour à la normale est en marche, alors que ce secteur demeure la 3e source de revenus du pays, notamment dans des lieux cultes comme le Machu Picchu ou Cusco. Là-bas, les commerçants s'accrochent donc à l'espoir de jours meilleurs. C'est un reportage tout de suite de Thomas Nicolon. Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca et haut lieu touristique du Pérou. Pendant plusieurs mois en 2020, cette ville perchée sur la cordillère des Andes s'est retrouvée sans visiteurs pour cause de pandémie. Un coup dur pour ceux qui vivent de cette industrie.
Je n'étais pas préparé, car je travaille au jour le jour. Et quand la pandémie est arrivée, on a eu 3 mois de confinement. Ça a été dur pour moi, car je devais survivre avec mes économies. Les restrictions sanitaires sont levées au compte-gouttes depuis novembre 2020. Les touristes reviennent peu à peu, mais les commerçants espèrent un retour à la normale le plus vite possible. Heureusement, en ce moment, les choses évoluent. Mais maintenant, les touristes sont surtout des Péruviens. La grande majorité, en tout cas. Les touristes internationaux viennent, mais très peu. On espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer aussi. Parce que nous bénéficions tous du tourisme international. Le joyau touristique du Pérou, c'est le Machu Picchu, à 3 heures de Cusco. Cette ancienne cité inca construite au XVe siècle fascine les archéologues et les voyageurs. Le Machu Picchu est un lieu riche en émotions. Pour tous les visiteurs et les touristes du monde entier, c'est un lieu très attractif, surtout du point de vue culturel. La capacité d'accueil du Machu Picchu avait été réduite pour respecter les règles de distanciation sociale, mais elle est depuis augmentée régulièrement malgré l'impact des visites de masse. Il y a des dommages, ça se voit. Les touristes qui marchent ici usent les pierres. Avec une chute du PIB de plus de 11% l'année dernière, le Pérou ne peut pas se priver du retour des touristes. Au premier trimestre de cette année, le nombre de touristes avait baissé de 82% par rapport à 2020. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, l'information revient tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même continent. À très vite. France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans l'Hebdo Outre-mer. Au programme, des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine. Nous partagerons avec vous les bonnes idées des Outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous tous les week-ends sur France 24. Outre-mer, à voir sur France 24 et france24.com. Au milieu des fleurs et des papillons, des tonnes d'emballages. La Pologne accueille pour pas cher des déchets européens en tout genre. Des poubelles géantes qui prennent régulièrement feu. Une tour de Babel de détritus hors la loi. Élémentaire, à voir sur France 24 et sur france24.com.